Partout en Europe, les forces attachées à notre civilisation, les forces de l'enracinement, ont progressé ou gagné, créant une véritable espérance, une vraie voie vers le renouveau. En France, les patriotes remportent l'élection et tiennent en échec Macron et ses nombreux soutiens politiques, financiers, médiatiques. Les noms de Moscovici, Juncker et quelques autres cèdent la place aux vainqueurs, Orban, Salvini, Farage notamment. Ces victoires sont aussi la réussite de TV Liberté qui, depuis 5 ans, quotidiennement se fait le porte-parole de ce mouvement de fond que connaissent la France et l'Europe. Votre chaîne alternative est l'illustration, la représentation des mêmes valeurs, des mêmes principes, du même esprit d'indépendance. Mais l'on ne peut pas se contenter que de ce satisfait site, de ce bel impact. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous développer davantage et devenir dès lors incontournables. C'est pour cela que nous lançons dès aujourd'hui une campagne 1+1. 1+1, les objectifs sont simples. Chaque téléspectateur qui prend connaissance de ce message doit trouver une autre personne, un ami, une connaissance dans son entourage pour faire partager et connaître les émissions de TV Liberté, pour s'abonner à notre lettre d'information et pour suivre nos réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui, tout de suite, continuer de créer cette chaîne de solidarité combattante et renforcer notre communauté avec cette opération 1+1. 1+1. Si nous associons à un don un nouveau don, alors sera assurée enfin la survie de TV Liberté et notamment pendant la période de l'été toujours financièrement difficile. Je trouve un nouveau donateur ou je double mon propre don. Je fais vivre TV Liberté, mais mieux, je lui donne les moyens de me défendre. Vous le savez, la liberté a un prix. Alors, n'attendez pas, rendez-vous à la fin de ce message à la rubrique « Dons » de tvliberté.com. Le système vacille. Face aux progressistes et aux mondialistes, ce sont les peuples qui reprennent le pouvoir. Le mouvement est enclenché. C'est plus que jamais l'heure de TV Liberté. Nous avons besoin de votre aide de manière urgente. Maintenant, parce que pour nous, c'est vital. Et n'oubliez pas, le prélèvement à la source ne change rien. Votre don donne toujours droit à une réduction de 66% d'impôts. Drogue, violence, immigration clandestine. Dans le nord de Paris, la porte de la Chapelle cumule tous les problèmes. Alors que la mairie d'Anne Hidalgo reste visiblement impassible, TV Liberté est allée sur le terrain, au cœur de la colline du Crac, pour montrer ce que les pouvoirs publics aimeraient que vous ne sachiez pas. Un reportage glaçant et exceptionnel. Les hôpitaux en pleine hémorragie, alors que les violences contre les soignants se banalisent, de plus en plus de personnels de santé ont décidé de ne plus rester silencieux. Ils ont adopté une nouvelle méthode, l'arrêt maladie, une méthode de protestation non sans conséquences. Nouveau massacre au Mali où les rivalités tribales s'intensifient sur fond de terrorisme islamiste. Une centaine de personnes ont trouvé la mort dans une attaque de village au centre du pays. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver après ces 3 jours de congé pour le lundi de la Pentecôte. Et pour commencer cette édition, un document exceptionnel sur la colline du Crac. Depuis plusieurs années, aux portes de la capitale, dealers, drogués et clandestins se côtoient dans une zone livrée à elle-même. Aux abords du périphérique, de véritables zombies déambulent au beau milieu d'un quartier totalement sinistré. La mairie, elle, semble laisser pourrir la situation. Dans un reportage exclusif, TV Liberté s'est rendue au cœur de cette colline du Crac, à la rencontre des riverains qui vivent un enfer dans l'indifférence. Des images de Géraud Dufayet. Porte de la Chapelle, connu pour être le premier supermarché de crack du pays. C'est ici, à cette porte de Paris, que dealers et toxicomanes ont pris quartier dans ce qu'on appelle désormais la colline du crack. Il
Il y a 4 ans, les migrants d'abord installés à la Goutte d'Or ont été déplacés à cet endroit. Beaucoup rejoignent la colline. Cette cohabitation avec vendeurs et consommateurs de crack ne fait qu'empirer la situation, faisant de Porte de la Chapelle l'un des quartiers les plus dangereux de la capitale. Drogue, prostitution, mendicité, agression. Riverains et commerçants vivent un véritable cauchemar. Elle a drôlement évolué parce que quand on est arrivé dans ce quartier-là dit Porte de la Chapelle, c'était un quartier qui était assez plaisant, vivant pour les riverains, pour les commerçants. Ça bougeait un petit peu, on travaillait comme on travaillait bien. Et aujourd'hui, tout s'est dégradé en 5, 6, 7 ans, quoi. Au début, il y a toujours eu un peu de toxicomanie, mais c'était une dizaine de personnes qui faisaient ça discrètement. Mais aujourd'hui, on est à 300, 400, 500 personnes. On est complètement débordé ici. On est obligé de surveiller sa terrasse pour pas que les clients ils se fassent embêter, ce qui arrive toutes les 5 minutes. Hein. On a une perte d'exploitation de 20 à 25% en 5-6 ans. Je ne sais pas, partout maintenant ces drogues, c'est facilement disponible. C'est pas le cas. C'est pas le cas, bon, mais je vois tous les quartiers, c'est comme ça. Il commence par ici jusqu'à Saint-Denis. Pas un carré d'herbe, de terre battue ou de bitume sous les ponts du périph' ne sont laissés libres aux promeneurs. Les centaines de tentes qui font désormais partie du paysage font de l'échangeur de Porte de la Chapelle un véritable bidonville. Régulièrement, ces camps sont démantelés par les forces de l'ordre, mais le lendemain, migrants et toxicomanes réinvestissent les lieux. C'est un cercle sans fin, une impasse qui entraîne délabrement et insalubrité. Ce qu'ils laissent ces gens-là, ils urinent, ils scellent partout, ils jettent tout. C'est malheureux, mais même les migrants, ils leur donnent à manger, mais après ils jettent par terre. Tu fais pas un minimum de sécurité dans ton établissement, t'es cuit ici dans ce quartier. Ah, ils vont prendre ça pour argent comptant, ça va être chez eux. Donc on est obligé de faire quand même un peu la police nous-mêmes. Voilà. C'est qu'avec un journaliste, on est obligé d'avoir un garde du corps pour venir Porte de la Chapelle. Ce magasin voit des seringues tous les matins par terre et a besoin d'avoir 2 gardes du corps pour assurer la sécurité. Sur la colline, obtenir un témoignage face caméra est mission impossible. Par crainte des représailles des dealers, que l'on appelle ici les modus. Cette petite mafia fait la loi. Eux ne se droguent pas, mais n'hésitent pas à distribuer les premières doses gratuitement aux migrants. Cette action commerciale efficace accroît le nombre d'addicts à ce mélange de cocaïne, d'ammoniac et bicarbonate. I'm from Somalia. France, I love France. I want to live in France. I want to come to here to look at my better life. Combien de temps cela devra-t-il être supporté? Passants rackettés, mendiants au feu rouge. Aux sorties d'école rôdent les zombies. Que fait la mairie? Que fait l'État? Manque de moyens ou de volonté? Ils ne veulent pas les éparpiller comme ça petit à petit, souvent ils sont parqués dans un endroit. Pour moi, c'est du parquage. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que ça s'arrête, c'est simple. On ferme la colline, on met des maîtres chiens. Quitte à ce que ce soit, même on l'a proposé à la maire de Paris, que ce soit les commerçants, les riverains qui les payent. Ils n'ont pas voulu. Ils nous disent on s'occupe de ça, mais ils ne sont jamais occupés de ça. De ce que j'ai analysé, qu'il y a comme une sorte de quelque chose d'organisé, qu'il y a un laisser-faire, parce que malgré tout, je pense qu'il pourrait, depuis longtemps, sans même que moi je sois installé ici, depuis des années que la colline est ici, ils auraient pu faire le nécessaire. Mais il y a une démarche assez bizarre. Moi je trouve que s'ils voulaient arrêter vraiment le crack, il y a longtemps qu'ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Et c'est toujours en marche, la preuve. Une situation qui ne semble pas prête de s'arranger. En 2024, Paris accueille les Jeux Olympiques. Autour de Porte de la Chapelle, des infrastructures sportives sont en cours de construction. La colline du crack devra alors disparaître. Mais la question n'est pas comment, mais où sera la nouvelle Porte de la Chapelle?
Les urgences à bout de souffle face au manque de moyens et à la recrudescence de violence, le personnel soignant a décidé d'intensifier sa protestation en se mettant en arrêt maladie, une méthode choc pour faire réagir le ministre de la Santé Agnès Buzyn. Thibaut Bastide. Manque de moyens, manque d'effectifs et une fréquentation toujours plus importante. Les urgences hospitalières n'en peuvent plus. Pour faire entendre son malaise, le personnel des urgences a entamé depuis mars un mouvement de grève après un énième acte de violence commis envers des soignants. Un mouvement de grève qui s'est étendu ces derniers jours à plus de 80 services d'urgence à travers toute la France. Symbole du profond mal-être qui règne, le mouvement a pris une forme inédite. De nombreux soignants ne se sont pas présentés lors de leur prise de service samedi. La raison, ils ont posé des arrêts maladie. Une méthode choc pour tenter de faire réagir un gouvernement pour le moment apathique. Symbole de l'urgence, le décès d'une patiente en décembre 2018 dans les couloirs de l'hôpital Lariboisière à Paris, après avoir passé plus de 12 heures sur un brancard. L'enquête judiciaire a d'ailleurs mis au jour de nombreux dysfonctionnements. La saturation des urgences ce jour-là, impliquant une charge de travail très importante, aurait conduit au non-respect du protocole de prise en charge de la patiente décédée. Une conclusion qui entre directement en résonance avec la crise mise en lumière aujourd'hui. Face à la montée de la contestation, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dû rendre des comptes après avoir donné le sentiment de ne pas prendre la mesure du malaise, déclarant savoir que les urgences étaient en situation de détresse lors d'une visite aux urgentistes réunis en congrès à Paris. Le ministre de la Santé a annoncé 5 mesures immédiate, une accélération de la rénovation des bâtiments vétustes des urgences, des crédits exceptionnels pour les services qui font face à une très forte hausse de leur activité, la généralisation d'une prime déjà existante et la création d'une prime de coopération pour les paramédicaux qui se verraient déléguer certaines tâches des médecins et une refondation des urgences. Cette dernière mission a été confiée au député La République En Marche, Thomas Mesnier, urgentiste de profession, et au professeur Carly, président du syndicat national des urgences hospitalières, dont les propositions sont attendues pour fin novembre. Des réponses bien timides renvoyant également au projet de loi Ma Santé 2022, débattu cette semaine devant le Sénat, et insuffisantes au regard des revendications des personnels. En effet, ces derniers réclament des hausses salariales de 300 € net par mois, plus d'effectifs mais également des aspects sécuritaires, alors que les agressions verbales et physiques se sont multipliées. On a une affluence au niveau des urgences qui devient impossible à gérer en fait pour le peu de soignants qu'on est. On n'arrive pas à soigner correctement nos patients. Donc du coup on vient manifester pour ça. La combinaison matériel obsolète, trop de passages, trop d'afflux, trop d'agressivité du fait de l'attente. On n'est plus assez nombreux, on n'a pas le matériel qu'il faut pour subvenir aux besoins de la population. Ça engendre de l'agressivité, je viens de le dire, mais surtout une majoration des temps d'attente. Nous on est excédés, on est à bout. Il faut savoir que sur une journée de 7h30, 8h, on fait souvent un petit peu plus. Et on n'a même pas le temps d'uriner, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de boire. On court sans arrêt dans tous les sens. Un ras-le-bol général et un gouvernement qui ne semble pas prendre conscience. L'équation apparaît donc bien complexe. Et la méthode choc des arrêts maladie opérée par le personnel soignant n'est pas sans conséquence. En effet, ces absences soudaines ont entraîné une réorganisation pour assurer la continuité des soins. Ainsi, des intérimaires ont été mobilisés, des gendarmes se sont présentés au domicile de certains soignants pour les réquisitionner de force. De quoi ajouter une surcharge de travail supplémentaire pour un secteur déjà en sous-effectif. Il est donc bien difficile d'envisager une sortie de crise rapide, surtout lorsque l'on sait que le déficit de la sécurité sociale devrait replonger cette année. En effet, selon une synthèse de la Commission des comptes, le trou de la Sécu pourrait plonger au moins à 1,7 milliard d'euros et pourrait même atteindre 4,4 milliards du fait des annonces d'Emmanuel Macron en faveur des Gilets jaunes. Une rechute qui vient compromettre le retour à l'équilibre, un temps envisagé par l'État. Tant de facteurs qui n'augurent pas de changement immédiat pour des services à bout de souffle, d'autant que l'été arrive avec la crainte d'une possible surchauffe des urgences. Le Mali sombre dans les massacres. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'attaque d'un village par des milices a fait une centaine de victimes. Face à ce nouvel épisode de violence ethnique, l'État semble impuissant. Olivier Frère-Jacques. Une centaine de personnes tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre du Mali. Un massacre de villageois Dogon, une ethnie majoritairement animiste, par une autre ethnie, les Peuls.
eux, à majorité islamique sunnite, et qui fait suite à d'autres massacres, notamment le 23 mars dernier et l'attaque de 160 villages Peuls. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le village de Soban-Kou, dans le centre du pays, qui a été visé. Selon les autorités locales, au moins 95 habitants ont été tués, les cadavres calcinés. Le village, qui comptait quelques 300 âmes, a été rasé dans un climat de nettoyage ethnique. D'un côté, les Dogons, généralement agriculteurs et disposant de chasseurs traditionnels, en réalité des milices, les Dozo. De l'autre, les Peuls, des éleveurs, majoritairement musulmans sunnites et dont une partie a fait allégeance à une organisation terroriste salafiste, Katiba Massina, avec à sa tête Amadou Koufa, chef de guerre dont la mort avait été annoncée en 2018 puis démentie. Les relations entre ces deux peuples ont souvent été mouvementées, notamment au gré des épisodes de sécheresse, la raréfaction de l'eau et la pauvreté, ainsi que le développement du terrorisme ont intensifié les inimitiés entre ces deux entités ethniques. Le développement du djihad chez une partie des Peuls a provoqué un amalgame à l'égard de cette ethnie, un amalgame qui favorise les massacres sans distinction entre terroristes et simples civils. Des tensions qui s'intensifient depuis 3 ans avec leur lot d'attentats et de ripostes meurtrières. Les terroristes s'attaquent aux symboles de l'État central jugés impies, ainsi qu'aux chefs traditionnels de tribus ou même aux maîtres d'école accusés de collaborer au pouvoir. Face à ce phénomène de guerre civile, l'État malien peine à réagir. En témoigne le limogeage de l'état-major de l'armée en mars, après le massacre de 134 Peuls par des chasseurs Dogons. Bamako est d'ailleurs suspecté d'armer des milices, notamment dans le nord du pays, pour commettre des tueries en riposte aux attaques islamistes. Un scénario qui rappelle celui des années 90, quand le gouvernement avait équipé des milices, Peuls cette fois-ci, pour lutter contre les Touaregs. Une stratégie qui profite du chaos dans le pays et qui semble renforcer les islamistes qui tentent d'élargir leur zone d'influence dans le sud du pays et en direction du Burkina Faso, où un massacre de 19 civils a également eu lieu dimanche dans la petite ville d'Arbinda au nord du pays. Dans l'entourage du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, on s'inquiète de la montée des épisodes de violence et du risque de volonté de nettoyage ethnique de part et d'autre. Et si des voix s'élèvent pour engager un dialogue avec les terroristes islamistes de la Katiba Messina, le président ne l'entend pas de cette oreille et paraît déterminé à se montrer intransigeant face à ces derniers. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Un djihadiste, ses 2 femmes et ses 9 enfants de retour en France. Ces derniers ont été transférés depuis la Turquie. Les 3 adultes ont été placés en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure. Interpellés au Kurdistan irakien, ces revenants rejoignent également 12 enfants de terroristes rapatriés lundi, parmi lesquels le fils de Yassine Sakam, djihadiste originaire de Lunel dans l'Hérault, est condamné à mort en Irak. Latifa Ibn Ziaten, à nouveau prise pour cible. Lundi, le domicile de la mère du militaire tué en 2012 par Mohamed Merah a été recouvert de tags menaçant et faisant directement référence aux terroristes islamistes. Latifa Ibn Ziaten a déposé plainte recevant au passage le soutien de nombreuses personnalités politiques, dont le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et celui du président de la République Emmanuel Macron. Charlotte Girard claque la porte de la France insoumise. Inefficacité, désorganisation, manque de démocratie. L'ancienne coordinatrice du programme de LFI n'y va pas de main morte pour dénoncer les problèmes qu'elle reproche au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Celle qui avait été la porte-parole de la France insoumise pendant la campagne présidentielle de 2017 parle de perte d'énergie désespérante. En novembre déjà, elle avait refusé une place éligible sur la liste des européennes du parti de Jean-Luc Mélenchon en raison de contraintes personnelles et professionnelles. Cette fois, ces adieux semblent définitifs. Mauvaise nouvelle pour les vignerons français. Donald Trump pourrait taxer davantage les vins de nos terroirs. En effet, dès novembre 2018, le président états-unien s'emportait sur Twitter contre ce qu'il nomme la concurrence déloyale du marché viticole européen et spécialement français. Selon ses nouvelles déclarations sur la chaîne CNBC, l'Europe serait fermée aux vins américains alors que les produits français bénéficieraient d'une ouverture facile aux États-Unis. Il faut pourtant préciser qu'entre 2007 et 2018, l'importation de vins américains en Europe a progressé de 200% et que selon les douanes françaises, l'Union est de loin le premier marché d'exportation des produits américains.
L'icône de la gauche brésilienne de retour aux affaires. Après avoir condamné l'ancien président Lula à 8 ans et 10 mois de prison pour blanchiment d'argent et corruption, la Cour suprême a décidé de rouvrir l'enquête et réexaminer la demande de libération de l'ancien président brésilien. La raison de ce retournement de situation, le site d'investigation Intercept a lancé de lourdes accusations de partialité politique à l'encontre des procureurs et du juge Moro, avec à l'appui un grand volume de messages privés compromettants pour les responsables judiciaires. Cette nouvelle accusation remettrait en doute l'enquête anticorruption de Lava Jato, taxée de conspiration pour empêcher Lula de se présenter à la présidentielle de 2018. Il remporte haut la main les élections présidentielles. Au Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev a été élu avec 70% des voix après les 30 ans de monopole du pouvoir de Noursultan Nazarbayev. Sa victoire a été marquée par des centaines de manifestations, 500 arrestations dans les 2 principales villes kazakhes, la capitale Noursultan, anciennement Astana, et Almaty, et la fermeture des bureaux de vote. Le chiffre écrasant qu'a fait le nouvel élu soutenu par l'appareil de l'État ne l'aura pas préservé de la contestation. Certains observateurs et journalistes dénoncent un système qui manque de démocratie et des élections où tout aurait été joué d'avance. Des œuvres d'art manquent à l'appel. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, affirme que 50 000 œuvres ont disparu après avoir mené un inventaire pendant 10 ans. L'Élysée a égaré près de 40% des œuvres qui lui avaient été prêtées et le réseau diplomatique français ignore où sont passés les 60% des 110 000 œuvres dont il avait la garde. Disparition mystérieuse ou ministres et fonctionnaires qui se servent, la question reste ouverte. Chartres sonne, Chartres t'appelle. Samedi, 14 000 pèlerins sont partis de l'église Saint-Sulpice à Paris pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Une distance de 110 km pour une moyenne d'âge de 20 ans. Des pèlerins de différents pays ont occupé leur Pentecôte avec ce pèlerinage. Plus de 300 clercs y célèbrent la messe sous sa forme traditionnelle pour ce qui constitue le plus grand pèlerinage à pied d'Europe occidentale. Parallèlement, le pèlerinage de tradition de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, pratiquant également la liturgie selon le rite tridentin, a regroupé plus de 3000 marcheurs entre Chartres et Paris. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Michel Dejoanne est avocat, mais aussi auteur de romans policiers de pure fiction, ou presque, avec Violence policière ou Les malheurs d'un socialiste. L'auteur nous fait partager la vie de son héros, un socialiste mondialisé et triomphant, confronté à l'abondance des lois liberticides, mais aussi à la police et à la justice. Je tiens à préciser que je ne suis pour rien dans les événements actuels. Le roman a été écrit avant les événements des Gilets jaunes, donc, et avant les élections. Donc il est précurseur par certains côtés, mais c'est tout à fait involontaire. Voilà. Donc j'ai surtout, je me suis inspiré de 2 affaires vraies, romancées à l'excès, que j'ai mis bout à bout, et de 2 personnages que j'ai fusionnés pour en faire un seul, un personnage pris par ses contradictions, à la fois de socialistes et de chrétiens. Voilà. Ce soir, c'est aussi l'occasion de découvrir un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lannes vous parlera de la bataille d'Eylau. Eylau, c'est ma bataille préférée. Ouais, je sais, ça fait un peu lycéen quand on dit ça. Là, on parle de bataille, on parle pas de groupe de musique, mais quand même, j'assume, c'est ma bataille préférée. Pourquoi ? Eh bien, ça a été une bataille très dure, très incertaine, très éprouvante pour les hommes, une boucherie même, on peut le dire, en employé ce mot à l'époque. Mais c'est justement au cœur de cette bataille sanglante, de cette tragédie, qu'on a pu assister à des actes héroïque, épique, vous savez, le genre qui vous fait hérisser le poil sur le bras. Et vu les anecdotes que j'ai à vous raconter, je n'ai pas hésité une seconde dans le titre à qualifier Eylau de bataille la plus épique de l'histoire. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez La France de Campagnol de Christian Combazé, Mes libertés politiques avec François Biot-Lochner. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.
raconter une anecdote minuscule qui témoigne du poison qu'est devenu dans la vie sociale l'incertitude quant à la sécurité des biens et des personnes. C'est une histoire assez modeste de bidon d'essence, un petit réservoir orange de 5 litres qui me servait à remplir tronçonneuses et autres appareils du même genre avec du samplon 98 parce que pour un motoculteur de 20 ans, le carburant à l'éthanol n'est pas conseillé. Donc, pendant plusieurs jours, je laisse involontairement ce petit bidon de secours parmi les plantes vertes à ma porte, entre 2 outils, et une bouteille de gaz vide, une chaise rouillée, et ensuite, un soir, un doute m'assaille, je n'ai pas vu le petit bidon orange de toute la journée à cet endroit. J'essaie donc de me souvenir de l'endroit où j'ai pu le laisser au milieu des rangements de la journée, et peu à peu, le doute s'installe, s'étend dans mon esprit jusqu'à me faire soupçonner un vol. Il y a très peu de gens qui passent dans cette rue du village, qui est presque une rue piétonnière, très peu d'étrangers, surtout au village, de surcroît hors des périodes de vacances comme ça, et donc la disparition d'un petit ustensile, de ce petit bidon orange à la porte, serait le signe que la vie sociale, dans ce patelin minuscule, aurait fini par basculer, et qu'ici comme ailleurs, comme disent les gens, on finit par tout piquer. Il faut avouer que récemment, il y a eu des rumeurs, des agriculteurs au village ont dit que certains de leurs outils avaient disparu. C'était donc devenu une chose possible, et comme aucun étranger au village ne se baladait entre les façades le nez au vent en avril, ce pouvait être encore pire l'un de ces jeunes qu'on voit passer le dimanche, liés aux familles du coin, élevés à Montpellier ou à Toulouse, c'est-à-dire souvent sans aucun sens moral, qui font du bruit jusqu'à 2 heures du matin le samedi soir, qui installent leur stéréo devant la fontaine le dimanche pour faire de la planche à roulettes en écoutant du rap, et qui donc considèrent que tout ce qui traîne hors des maisons est à eux, et qu'en général, on peut ratisser les arrière-cours sans problème. C'est aux gens de protéger leurs affaires. Alors, je ne vais pas faire durer longtemps le plaisir et feindre de croire à l'hypothèse du vol pendant 3 semaines. Heureusement, j'avais tort. Il se trouve que le lendemain, comme je continuais à ranger la maison, le fameux bidon orange a refait surface, et j'en ai été soulagé, non pas à cause de sa valeur, qui doit être 5 €, mais à cause de ce que ce vol resté éventuel signifiait pour la vie sociale. Je commençais à me dire sérieusement, ça y est, nous sommes entrés dans la famille des villages où il faut tout fermer, où quand vous mettez 2 carpes dans une fontaine, elles disparaissent le lendemain, ou quand vous ne pouvez pas laisser votre voiture ouverte, etc. Même après l'avoir retrouvée, j'ai été obligé de m'imaginer, ou plutôt de me souvenir de ce qu'était une vie villageoise où on ne faisait plus confiance à personne. Et pourquoi de m'en souvenir? Parce que j'avais déjà connu ça, nous avions connu ça pendant les années 68. Malheureusement, à l'époque, il y avait un mot affreux, on ne volait plus les objets dans votre jardin, on voulait taxer. C'était à peu près l'époque de mon installation dans un hameau perdu du village, dans les années 80. Il y avait autour de moi, 70 même, il y avait autour de moi des fraternités d'anarchistes parisiens, enfin plus ou moins banlieusards, en rupture de lycée, qui vivaient sans un sou, et donc on taxait les gens. C'est-à-dire que tous les gens, mais principalement les gens qui étaient censés être des bourgeois, des gens comme moi, donc qui à l'époque avaient un bon métier, et de qui on disait ça lui fera les pieds. Il a soufflé en France, sous Giscard d'Estaing, au début des années Mitterrand, un vent de collectivisme haineux, vengeur, qui voulait dire on n'a qu'à se servir, les gens qui possèdent quelque chose sont sûrement des voleurs. Alors désormais c'est plutôt l'appât du gain immédiat, on vole pour revendre dans un vide-grenier par exemple, ou des Roumains dérobent les tuyaux de cuivre d'une maison. À Campagnol jusqu'ici c'était pas trop le cas, sauf que malheureusement si, ça devient le cas parce que les gens qui veulent mettre en location un 2 pièces avec une garantie de loyer devant le nombre d'impayés et le caractère inexpulsable des mauvais payeurs s'adressent à des organismes sociaux qui envoient au cœur des villages une population dont certes le loyer est garanti, mais ce qui est garanti aussi, comme dit Gustave, c'est les emmerdements. Parce que quelqu'un qui arrive dans le village placé par un organisme n'a pas le même comportement que quelqu'un qui a choisi de vivre à cet endroit, qui est pourtant simple à comprendre, mais pas pour la DAS. En plus, nous commençons à soupçonner à Campagnol, où nous n'avons que 2 de ces logements un peu sociaux, que les services de la ville voisine nous envoient exprès des cas sociaux tatoués qui font des tags sur les transformateurs électriques, et donc des enfants de 10 ans qui disent au mémé « va te faire enculer », sick, parce que comme villageois, nous sommes réputés conservateurs, ce qui n'est pas bien du tout, et ce qui est d'ailleurs assez vrai. Mais c'est un mauvais calcul de la part de ces services sociaux de la ville voisine, parce que jusqu'ici, après 3 incivilités, les gens en question ont été menacés directement de représailles violentes par la population la plus jeune, qui appelle ça leur mettre une bouffe.
Ces gens, de passage, donc, ont toujours demandé à partir au bout de 6 mois, par crainte des bouffes. Il reste que chaque nouvel occupant est pire que le précédent et qu'on ne sait pas comment ça va finir, mais probablement assez violemment là encore. Abonnez-vous, merci. Le Conseil d'État vient de statuer sur une situation médicale et humaine très difficile, le cas des enfants qui naissent avec une ambiguïté sur leurs organes sexuels. La pratique veut qu'habituellement, en pareil cas, rares mais ils existent, on opère l'enfant pour obtenir ce qu'on appelle la concordance anatomique, la meilleure possible bien sûr. Eh bien, à rebours de décennies de pratiques médicales, le Conseil d'État, dans son rapport récent en prévision des lois de bioéthique, estime au contraire qu'il faut différer toute décision d'intervention chirurgicale pour que l'enfant puisse choisir l'option qui lui conviendrait le mieux. Peut-on sortir une telle ânerie si ce n'est par aveuglement idéologique à l'état pur? Messieurs les conseillers d'État, expliquez-nous, comment un enfant peut-il espérer se construire en société vis-à-vis de ses parents en n'étant ni l'un ni l'autre? On ne grandit pas en tant qu'enfant, puis en se définissant garçon ou fille. Enfin, vous peut-être, messieurs les conseillers d'État, mais pas nous, le bon peuple de France. À l'évidence, l'enfant grandit en tant que garçon ou en tant que fille, comme le rappellent tous les experts qui ont travaillé sur le sujet. Le problème, messieurs les conseillers d'État, c'est que vous n'avez pas travaillé sur le sujet. Un arrêt du Conseil d'État pour une situation, une particularité de la nature qui est archi-minoritaire, était-ce vraiment nécessaire ? Oui, bien sûr, parce qu'on les voit venir, nos prétendus sages, messieurs les conseillers d'État, avec leurs gros sabots. Nous ne sommes pas si bêtes tout de même, enfin, messieurs les conseillers d'État. Vous voulez tout simplement prôner l'indifférenciation sexuelle à l'heure du gender et autres théories fumeuses. C'est tellement dans le vent, c'est tellement commode. Et donc, il y a toujours des avis, des arrêts, passés en catimini, qui sont là pour préparer des bouleversements sociaux et moraux autrement plus graves, aux implications autrement plus larges, éducation non genrée, changement d'identité sexuelle à gogo, intervention des transgenres à l'école, l'imagination des idéologues est fertile en la matière. Décidément, le Conseil d'État, en ce moment, ne conseille pas grand-chose de bien intelligent. Peut-être pourrions-nous changer son appellation. Nous pourrions l'appeler, par exemple, Conseil de déconstruction de l'État. Vous pouvez m'appeler si vous le voulez. À très bientôt.